19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le chef du mouvement libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, tombe en martyr dans une frappe menée par les forces d'occupation sionistes sur la banlieue sud de Beyrouth. Annonce ce samedi dans un communiqué le Hezbollah. On en parle dans quelques instants avec notre invité du 19h. Ces agressions sionistes sur le Liban ont des conséquences terribles sur la population. Des centaines de familles sont contraintes à fuir leur maison, cherchant refuge dans les rues du centre-ville. Le Liban, un pays embourbé dans une crise politique et économique depuis des décennies. L'agression sioniste n'est pas pour arranger une situation déjà critique. On fait le point dans cette édition. Les forces sionistes ne donnent aucun répit aux civils de la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'est alourdi ce samedi à 41 586 martyrs. Et puis nous irons en Tunisie. À l'approche de l'élection présidentielle, le Parlement adopte le projet de loi relatif à l'amendement de la loi électorale. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'information a été confirmée. Cet après-midi, le chef du mouvement libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, est tombé en martyr dans une frappe menée par les forces d'occupation sionistes sur la banlieue sud de Beyrouth. L'annonce a été faite via un communiqué du Hezbollah sur lequel on peut lire Sayyid Hassan Nasrallah a rejoint ses compagnons martyrs dont il a conduit la marche pendant près de 30 ans. Qui était donc Hassan Nasrallah, l'homme qui a passé 33 ans à la tête du Hezbollah et qui faisait trembler l'entité sioniste? Son portrait est signé Nariman Zekar. جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. La résistance libanaise continuera à animer le front de soutien avec la Palestine. Tels étaient les derniers mots prononcés en public par le secrétaire général du Hezbollah, une semaine avant son assassinat par les forces sionistes. Hassan Nasrallah, un nom qui résonnera pour toujours dans l'esprit des Libanais. Aux commandes du parti depuis 1992, on le surnomme l'enfant de la guerre. Soutenu par plusieurs pays, dont l'Iran, il a su faire évoluer le Hezbollah en une puissance politique incontournable, représentée au Parlement et au gouvernement. En dirigeant la seule force armée perçue comme capable de contenir l'ennemi sioniste, il était devenu le visage de la résistance. Avec la libération du Sud-Liban en 2000, après 22 ans d'occupation sioniste, puis la guerre de juillet 2006, une petite légende avait été construite autour du nom de Hassan Nasrallah, à la fois chef militaire, leader politique et icône charismatique. Il était décrit comme un nouveau Nasser par les mouvements anticoloniaux du monde entier. As-Sayed, comme le surnomment ses partisans, est très vite devenu une figure emblématique qui a imposé le respect à travers les 4 coins du monde. Nasrallah a su comment accroître son influence au niveau régional. En 2013, il avait annoncé être intervenu militairement en Syrie voisine en s'engageant dans la lutte contre le terrorisme. Il a également fait du Hezbollah le joyau de la couronne des alliés de l'Iran dans la région réunie au sein de l'axe de la résistance qui comprend la Syrie, l'Irak, les Houthis du Yémen ainsi que plusieurs factions de la résistance palestinienne. Le chef du Hezbollah a été fidèle à lui-même cette année encore en affichant son soutien indéfectible et actif à Gaza. Sa disparition plonge désormais la région dans l'inconnu. La question de son successeur reste ouverte. L'assassinat de Hassan Nasrallah et la situation au Liban, on s'y intéresse davantage ce soir avec notre invité du 19h. Manuel Pouchelet, notre invité ce soir, bonsoir.
Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors vous êtes géopoliticien, spécialiste en relations internationales. Manuel Pouchelet, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, est donc tombé en martyr la nuit dernière, nous le disions il y a quelques instants. Après Ismail Haniyeh, chef du Hamas, c'est donc au tour du Libanais d'être assassiné par l'entité sioniste. Comment décrypter cet assassinat qui survient à peine 2 mois après celui du chef du Hamas ? Comment décrypter cet assassinat, si vous voulez? C'est simple, je pense que les Israéliens étaient très bien renseignés sur la position de M. Nasrallah. Maintenant, ces assassinats ciblés ne sont pas les premiers. Il y avait eu quelques années de ça le général Soleimani, chef de la brigade Al-Quds, qui était le représentant de l'Iran. Mais pour M. Nasrallah, j'ai pu voir quelques interviews, si vous voulez, de Mollah au Liban, qui disaient qu'il était peut-être allé trop loin et qu'il avait tendance à trop se découvrir. Voilà, donc si vous voulez, M. Nasrallah est mort, comme vous l'avez signalé. Maintenant, quid de son successeur? Quid aussi, on va dire, de la situation au Liban qui devient intenable, puisque les réfugiés, si vous voulez, remontent dans la zone nord du pays, quittent le sud, et en même temps, cela crée des tensions communautaires. Nous l'avons vu, par exemple, à Tripoli. Mais voilà, M. Nasrallah est décédé. Maintenant, qui sera son successeur? Israël, une chose est sûre, a la parfaite maîtrise de ses moyens, mais cela n'a pas été possible de réaliser cette action grâce à de nombreux investissements dans le matériel militaire et ainsi de suite. Maintenant, M. Nasrallah est mort. Comme on dit en France, vous savez, le roi est mort, vive le roi. Maintenant, qui lui succédera? Pour l'instant, je suis un petit peu encore surpris du silence, on va dire, de Téhéran, mais qui, je pense, ne tardera pas à réagir en tout cas. Alors avec la mort de Hassan Nasrallah, vous le disiez, le Hezbollah se prépare à entrer dans une nouvelle ère. On parle déjà de son successeur, on parle de Hachem Safieddine, un haut responsable du Hezbollah et membre influent de son conseil exécutif. Comment est-ce que pourrait être aujourd'hui cette nouvelle ère pour le Hezbollah? Qu'est-ce qui pourrait changer ou qu'est-ce qui pourrait rester comme il était finalement? Je pense que M. Nasrallah, si vous voulez, quand on regarde son histoire, l'histoire du mouvement, la manière dont il l'a conduit, puisqu'il est quand même né pendant la guerre civile, je le rappelle, et également cette lutte contre le mouvement Hamal. Maintenant, quel sera l'avenir? Est-ce que je pense, à mon humble avis, que c'est une page qui se tourne, ou peut-être ce parti se cherche, on va dire, de nouvelles orientations, mais dans le paysage politique du Moyen-Orient, son départ va laisser un grand vide, puisque c'était une personne qui était influente, qui avait l'art de la formule, et aujourd'hui, qui va lui succéder? Je vous ferai remarquer que les successeurs des personnalités qui ont été éliminées soit par les Américains, soit par l'entité israélienne, les successeurs sont devenus très discrets. Maintenant, est-ce que le successeur de M. Nasrallah sera aussi discret que on va dire que ses confrères inscrits dans cet axe de la résistance? Maintenant, je ne sais pas. Vous savez, il est très difficile à chaud de pouvoir formuler des hypothèses sur l'avenir de ce mouvement. Ce mouvement, d'ailleurs, qui était revenu, vous savez, de cette longue campagne en Syrie et qui se cherchait à reconstruire, on va dire, renforcer, excusez-moi, plutôt devrais-je dire, sa présence politique sur la scène libanaise. Vous avez la partie militaire, mais vous avez également la partie politique où le Hezbollah tient certains portefeuilles pour faire fonctionner l'État libanais, en tout cas. Et justement, après cet assassinat qui touche donc le Hezbollah, comment imaginez-vous la riposte du Hezbollah aujourd'hui? Je pense que, vous savez, la riposte du Hezbollah, elle ne se fera peut-être pas de manière immédiate. Il y a un temps de la réflexion pour analyser ses erreurs. Vous savez, il y a un proverbe sur place qui dit « d'une erreur n'en fait pas deux ». Je pense qu'il y aura le temps de la réflexion. Et vous savez, dans cette culture qu'est le Moyen-Orient, on ne confond jamais vitesse et précipitation. Il y aura peut-être, on va dire, des déclarations des personnages politiques de ce parti, ça c'est sûr et certain, mais les grandes déclarations, vous savez, se font souvent au moment des obsèques de la personne décédée, et peut-être que là, nous aurons des orientations. Pour l'instant, il est peut-être encore trop tôt. Il est aussi encore, nous n'avons peut-être pas aussi, vous savez, de messages des partis frères. Je pense au mouvement des Houthis, je pense également au mouvement Hamas et d'autres mouvements qui soutiennent cette cause. Et c'est encore le silence à Téhéran. Mais vous savez, les déclarations de ces grands chefs religieux ou de partis sont toujours très longues. Mais en tous les cas, elles répondront, on va dire, aux injonctions de M. Netanyahou, qui ces derniers temps s'est montré très pressant. Ce que je constate dans cette affaire, c'est que
cela me fait penser à plusieurs événements. Je pense à la disparition également et à la défaite de l'armée de Saddam Hussein en son temps, où c'était à l'époque la 6e armée du monde. Et là, ce parti qui représentait une forte menace pour Israël et qui était quand même indéfectible, il faut le dire. La guerre de 2006 a été particulièrement difficile pour Israël. Et là, nous avons la disparition de M. Nasrallah, on va dire en quasiment 15 jours, voire une semaine, quand on regarde l'échelle du temps. Maintenant, qui va le remplacer? Quelle orientation seront prises? Il est encore peut-être un petit peu trop tôt pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Mais il faudra y avoir une oreille attentive. Alors on attendra pour voir justement qui succédera à Hassan Nasrallah. Permettez-moi à présent de vous reprendre, Manuel Pouchelet. Vous évoquiez donc Téhéran. Eh bien, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a décrété tout d'abord 5 jours de deuil public en Iran. Il a également appelé les musulmans à soutenir le peuple libanais, mais aussi le fier Hezbollah. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Hein, donc c'est une citation. Il appelle à soutenir le fier Hezbollah par tous les moyens dont il dispose et à les aider à affronter le régime pervers de l'entité sioniste. Donc c'est quand même tout de même une première réaction de l'Iran face à cet assassinat. Oui, c'est une première réaction de l'Iran avec le verbatim habituel de M. Ali Khamenei. Maintenant, vous savez, je ne sais pas si M. Khamenei se rendra aux obsèques de M. Nasrallah. M. Nasrallah s'était rendu aux obsèques de M. Raïssi. Maintenant, soyons observateurs. Vous savez, les déclarations de M. Khamenei sont toujours sous-pesées. Chaque mot est bien sous-pesé. Il a toujours l'art du discours. S'il invite, on va dire, au temps du recueillement et également à penser au Liban, preuve en est qu'il tient quand même encore beaucoup de ficelles dans ce pays, où il se sert, on va dire, de ce territoire pour aussi confirmer son influence dans une région qui est juste au nord d'Israël. Vous savez, à l'échelle à l'échelle, on va dire, des distances, l'Iran, Téhéran est au pied d'Israël. Donc maintenant, voyons aussi ce qu'il se passera du côté israélien. M. Netanyahou a-t-il fait des déclarations en affirmant une forme de victoire? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Mais vous savez, la diplomatie, c'est aussi le temps long. Mais là, force est de constater qu'il va y avoir une accélération dans ce paysage géopolitique du Moyen-Orient avec la disparition de M. Nasrallah, en tout cas. Manuel Pouchelet, alors en parallèle à Gaza, c'est donc le Liban qui devient aujourd'hui le nouveau champ de tir de l'armée sioniste, les forces sionistes qui utilisent les mêmes arguments pour s'attaquer au pays du Cèdre, à savoir le ciblage de la résistance. Et en l'occurrence, ici, on parle du Hezbollah, mais au final, ce sont les civils qui sont assassinés, qui sont pris pour cible. Oui, les civils, vous savez, les armes ne sont pas encore dotées d'intelligence artificielle pour faire la différence entre un civil et un militaire ou un combattant. Malheureusement, ce sont les civils qui souffrent, ce sont les civils qui se déplacent, ce sont les civils qui sont les victimes, soit des bombardements, mais également de situations sanitaires impensables. On a reporté ces derniers temps sur le Liban des cas de maladie auprès des personnes déplacées, ce qui est inadmissible. Je rappelle que le Liban est sous embargo, qu'il n'a pas spécialement d'aide pour subvenir à ses besoins sanitaires qui sont très importants. Maintenant, le modus operandi, si vous voulez, de Gaza semble, je dis bien semble, attention, je vais rester prudent, s'opérer au Liban. Maintenant, ces efforts, on va dire, de frappe aérienne restent très concentrés, non pas au sud, mais je l'avais dit la dernière fois, sur toutes les villes où il y aurait une présence du Hezbollah. Ce qui est inacceptable, ce qui démontre que l'Israël s'attaque à la souveraineté d'un pays et que la communauté internationale, hormis l'initiative franco-américaine, demeure encore muette. On parlait de cessez-le-feu, mais je pense que M. Netanyahou est déterminé à aller jusqu'à ses objectifs, c'est-à-dire l'élimination complète de ses contradicteurs. J'allais dire, le décès de M. Nasrallah est aussi un fort message aux Houthis, au Hamas et aux autres groupes éventuellement armés qui se trouveraient de l'autre côté de la frontière syrienne. Sommes-nous aujourd'hui, Manuel Pouchelet, en pleine concrétisation de cette idéologie sioniste qu'est le Grand Israël? Oui, j'ai vu des articles qui pourraient le confirmer, en effet, mais pour l'instant, il est difficile de le savoir. Je rappelle que le gouvernement de M. Netanyahou représente une certaine
idéologie, qui est un expansionnisme, mais c'est vrai que les pays de la région s'interrogent. Et votre question, si vous voulez, est intéressante dans la mesure où ces interrogations des pays voisins, là je parle uniquement de pays voisins, risqueraient de se concrétiser. Maintenant, quels sont les moyens de pouvoir mettre un terme à cette initiative qui, j'allais dire, excusez-moi de qualifier comme malheureuse, puisque en Israël, on n'a pas d'informations sur éventuellement des personnes, une opposition à M. Netanyahou. Pour l'instant, tout lui semble acquis, mais je ne suis pas si certain que la population israélienne le suive. Moi, j'ai en mémoire la déclaration de M. Rabin, peu avant son assassinat, qui avait dit « Nous sommes condamnés à partager cette terre, donc forcément à nous entendre ». Je pense que M. Netanyahou joue son va-tout. Ni Washington ni Paris n'arrivent à contrôler, on va dire, son discours, ses initiatives, ses intentions. Maintenant, je pense que l'initiative de M. Netanyahou, il l'a repris avec l'assassinat de M. Nasrallah, mais aussi, vous savez, je pense que le départ de M. Nasrallah est peut-être un nouveau futur pour cette région qui, je pense, a besoin de tourner une page de chaos qui depuis trop longtemps, en tous les cas, s'exprime, où nous avons des populations qui sont exténuées, la population libanaise en premier en tout cas. Vous évoquiez il y a quelques instants Benyamin Netanyahou qui agit donc en toute impunité. Manuel Pouchelet, aujourd'hui le Conseil de sécurité, on a l'impression qu'il ne peut rien faire contre ce monstre sanguinaire, appelons-le ainsi. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours finalement ? Les prochains jours, pour l'instant, il est difficile de pouvoir vous répondre avec précision. Je ne suis pas dans l'esprit de M. Netanyahou, mais je pense que après avoir frappé le Hezbollah en son cœur, il risquerait maintenant de retourner son effort de guerre, puisque la menace au nord étant éliminée, il va porter son effort de guerre sur Gaza et sur la Cisjordanie. On oublie trop souvent de mentionner dans l'équation la Cisjordanie, mais là aussi, vous risqueriez d'avoir un état de chaos tel que le Liban est en train de le connaître, la bande de Gaza depuis octobre l'année dernière, et bientôt la Cisjordanie. Est-ce qu'il s'en prendra aux Houthis ? Je ne le sais pas encore, parce qu'ils avaient mené un raid aérien contre les forces Houthis il y a de ça quelques semaines, avec l'envoi d'avions avec un aller-retour rapide et des frappes ciblées. Maintenant, je pense que M. Netanyahou, de toute façon, s'éloigne progressivement de la Cour pénale internationale, puisqu'il, vous savez, il tient toujours le même discours depuis son élection. C'est au nom de notre sécurité que nous faisons ces actions de guerre. Très bien. Une dernière question, Manuel Pouchelet. Est-ce symbolique pour l'entité sioniste de s'attaquer au Liban quelques jours à peine avant la date d'anniversaire du tragique génocide qui se déroule à Gaza depuis bientôt une année ? Moi, je pense que c'est la démonstration qu'Israël avait préparé son action. Je pense que le temps du militaire n'est pas celui de notre société civile. Comme le disait un grand chef militaire français, le militaire a la parfaite connaissance de ses moyens. Et je citerai Clausewitz, la guerre s'est imposée à l'adversaire l'exécution de sa volonté. Pour l'instant, M. Netanyahou semble avoir repris le lead, si je puis me permettre, et du temps long, puisque vous venez d'évoquer cette date anniversaire du 7 octobre, tout d'un coup, avec l'élimination de M. Nasrallah, se transforme en temps rapide. Maintenant, attention, rien n'est gagné. Je rappelle que Israël a toujours des otages. Et pour l'instant, nous sommes encore bien dans cette logique du temps long pour le Hamas et des négociations qui ont été interrompues. Les négociations interrompues ne pourront pas reprendre tant qu'il y aura un pas en arrière d'Israël. Maintenant, le tout est de savoir si Washington va réussir à faire pression sur M. Netanyahou, mais M. Netanyahou a parfaitement conscience que le calendrier américain joue en sa faveur, en tout cas. Justement, avec l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis, le dossier du Moyen-Orient risque de peser lourd, Manuel Pouchelet. Alors, le dossier du Moyen-Orient pesait lourd, il l'a été du temps du débat entre M. Biden et M. Trump. Cette année, il s'invitera bien sûr dans les débats télévisés, mais vous savez, la société américaine est nettement plus sensible des questions de société en interne. On a parlé de l'immigration,
on a parlé également d'une classe moyenne qui aujourd'hui est en grande difficulté. Le dossier international préoccupant pour les Américains va bien sûr être le Moyen-Orient. Mais vous pouvez ajouter le dossier avec la Chine, et notamment cette affaire de Taïwan, et d'autres, on va dire, points chauds où les États-Unis sont impliqués. Je rappelle que M. Trump, en son temps, lors du dernier débat électoral, alors je ne parle pas de celui de 2024, mais des précédents, avait dit qu'il demanderait aux États-Unis de revoir leur posture au Moyen-Orient. Ce sont des articles que l'on voit dans une presse spécialisée, mais les Américains, ils sont toujours présents. Après avoir annoncé de nombreux retraits, les États-Unis se contredisent et maintiennent leur présence au Moyen-Orient, soit pour aider, on va dire, leurs précieux alliés, que sont certaines nations arabes, et également Israël en tout cas. Très bien, merci Manuel Pouchelet, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes géopoliticien spécialiste en relations internationales. Merci à vous. Dans l'actualité également, les forces sionistes ont annoncé en fin d'après-midi une nouvelle frappe sur le fief du Hezbollah à Beyrouth, une frappe qui fait donc suite à celle d'hier et lors de laquelle est tombé en martyr le leader du Hezbollah. Plusieurs Libanais sont tombés en martyrs ou ont été blessés la nuit dernière durant les violents bombardements de l'aviation de l'entité sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth, causant des destructions majeures de bâtiments, d'installations et d'infrastructures. Plusieurs localités et villages au sud du Liban ont été ciblés. Sachez également que de nombreux immeubles ont été détruits par les frappes de l'aviation sioniste dans la banlieue sud de Beyrouth. On voit sur ces images des immeubles en flammes. Ce sont de véritables scènes de destruction dans les villes libanaises. De la fumée se dégage après des frappes sur le sud du Liban à l'entrée de la ville de Khiyam. Le chef du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 50 000 personnes avaient fui vers la Syrie suite à l'escalade des frappes sionistes sur le Liban. Et des centaines de familles traumatisées tentaient ce samedi de se remettre de leur nuit passée dehors après avoir fui les frappes aériennes qui ont visé la banlieue sud de la capitale libanaise. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Nous avons eu une nuit très difficile et beaucoup de gens ont fui leur maison. Une pluie de missiles s'est abattue sur notre maison. Je n'oublierai jamais les cris des enfants. Je n'aurais jamais cru entendre un jour le bruit de missiles au-dessus de notre maison. C'est bien d'être venu ici, mais ça n'a servi à rien. On rentre chez nous maintenant, mais j'ai peur de partir. Il n'est plus possible de vivre dans ce pays et je ne sais pas quoi faire. Mon père dit qu'il veut que nous allions en Syrie. Nous allons rentrer à la maison et de là, nous irons directement en Syrie parce que je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Je ne peux plus supporter cette situation. Le premier tir de missile a eu lieu à 18h30 hier soir. C'est là que tout a commencé. Nous étions réunis pendant cette heure. J'ai assisté à toutes les frappes. Le quartier de Harit était complètement abandonné. Alep est plus sûr que les banlieues de Beyrouth. Il n'y a plus de travail ici au Liban. Ce sont des familles entières qui ont été contraintes d'évacuer leur maison en pleine nuit et qui ont dormi dans les rues de Beyrouth. Ce samedi, la capitale libanaise s'est réveillée hébétée après une nuit de frappes incessantes sur sa banlieue sud. Nous avons appris que le quartier d'El Leileki allait être frappé une demi-heure avant que cela ne se produise. Nous avons à peine réussi à prendre nos papiers d'identité et à partir. Et ils nous ont conseillé d'aller à El Mrassah parce que c'est plus sûr que le quartier d'El Leileki.
Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes ici pour l'instant. Nous ne savons pas si cet endroit est sûr, mais nous sommes ici par la grâce de Dieu. Nous avons fui sous les bombardements parce que nous n'avions pas reçu les nouvelles. Nous étions chez nous et n'avions pas d'autre endroit où nous abriter. Nous avons échappé aux bombardements, mais grâce à Dieu, nous avons pu sortir avec nos enfants. Déplacés, réfugiés dans leur propre pays, ces familles se retrouvent aujourd'hui privées de leurs droits humains le plus élémentaire, celui de vivre en sécurité. Retour sur ce chaos avec Maria Chouillère. Du jour au lendemain, ils se retrouvent dans la rue, sans abri sûr après que les frappes aériennes sionistes qui se poursuivent sans répit depuis des mois ont forcé de nombreux résidents à fuir leur maison dans la banlieue sud de Beyrouth à la suite d'une nuit particulièrement violente. Les familles ont été vues se rassembler dans les parcs et les trottoirs, à se demander quand ou si elles pourront un jour retourner chez elles. Nous avons fui nos foyers et Dieu sait si nous y retournerons un jour. Dieu seul le sait. Que Dieu protège les personnes qui ont été déplacées de leur foyer et celles qui ont fui le sud et toutes les régions touchées par la guerre. Que Dieu les protège. À 10 jours d'intervalle, le Liban, une deuxième fois sous le choc. Après la tragédie des explosions de Beeper, l'attaque massive qui a ciblé sans discernement aucun les immeubles de la banlieue sud du Liban accentue les inquiétudes des citoyens libanais, surtout après que le ministère de la Santé a annoncé plusieurs morts et des dizaines de blessés. Nous avions déjà fui par le passé et nous sommes rentrés chez nous, mais les bombardements sont devenus de plus en plus intenses. Cette fois, alors, nous sommes venus ici pour attendre que le Premier ministre israélien arrête les bombardements afin que nous puissions rentrer chez nous. Ceci ne peut être acceptable. Est-il raisonnable que tout le monde soit déplacé? Ils bombardent tout le Liban et le monde entier se tait. Sommes-nous des Arabes sans valeur? Si un avion en papier volait vers Israël, cela provoquerait des troubles sans fin. Mais pour nous, tout le monde est déplacé et le monde entier se tait, les Nations Unies et tout le monde se tait, comme si nous n'étions pas des êtres humains. Des abris de fortune commencent à s'installer à Beyrouth ainsi qu'à Saïda qui se situe à une quarantaine de kilomètres de la capitale libanaise. Munis de rien, même pas de matelas sur quoi dormir, ils restent près de leurs proches à attendre que les bombardements et raids sionistes prennent fin. Entre-temps, cet enfant sait bien trouver un endroit plus ou moins confortable comparé aux autres, la valise de ses parents. Et c'est un climat de peur qui règne dans le pays. À Saïda, à une quarantaine de kilomètres de Beyrouth, les rues sont vides et les magasins fermés. On écoute ces quelques témoignages. Il est certain que les Israéliens ont franchi toutes les lignes rouges, non seulement depuis maintenant, mais depuis longtemps. Les Israéliens ont un vieux projet, ils le mettent en œuvre. Ils vident toutes les zones et tous les rassemblements hostiles aux Juifs et au sionisme et les détruisent. Ils ont un projet et ils l'ont mis en œuvre à Gaza. Et maintenant, ils le mettent en œuvre à Dahiyeh, en Cisjordanie et dans toute la Palestine. Ce projet est à la fois ancien et nouveau. Rien n'est trop tiré par les cheveux. Nous sommes habitués à ces choses depuis 2006. Cela a duré 1 mois et maintenant nous sommes prêts à tout. Ils sont à Gaza depuis 1 an. La ville est en train d'être détruite et tout le peuple est exterminé. Ils nous ont déjà vendus. Les Français, les Américains, les Allemands et les Britanniques ont vendu le Liban. Ce sont tous des menteurs. C'est ce qui nous est arrivé au Liban. Sinon, grâce à Dieu, le Liban est debout et la résistance, que Dieu la bénisse. Elle a donné ce qu'elle a pu et encore plus. Nous sommes un peuple qui ne se laissera pas insulter. Si Dieu le veut, cette résistance durera jusqu'au jour du jugement contre Israël. Ce n'est pas 1 jour ou 2. Si la guerre éclate, ils ne nous vaincront pas et le temps viendra pour nous de les vaincre, si Dieu le veut. Et du côté de la communauté internationale, les réactions s'enchaînent. Le Proche-Orient est au bord d'une guerre totale, l'a mis en garde vendredi à l'ONU le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui réclame un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.
Le fait que le conflit israélo-palestinien ne soit toujours pas résolu déstabilise, comme je l'ai déjà mentionné, l'ensemble de la région. La brutalité et la dévastation sans précédent provoquées par la guerre à Gaza ont entraîné une forte escalade dans le conflit Liban-Israël. Et les images des frappes en cours le long de la ligne bleue et à l'intérieur du Liban et d'Israël ont fait le tour du monde. Le Proche-Orient est au bord du précipice d'une guerre totale. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken déclare que la seule voie de sortie de la situation explosive au Moyen-Orient est celle de la diplomatie et non celle du conflit. The other path, the choices that all parties make in the coming days. Les choix que toutes les parties feront dans les jours à venir détermineront la voie sur laquelle cette région est engagée, avec des conséquences profondes pour ses habitants, aujourd'hui peut-être pour les années à venir. La première est la voie de la diplomatie qui consiste à obtenir un cessez-le-feu le long de la frontière entre Israël et le Liban, afin de permettre aux habitants des deux pays de rentrer chez eux en toute sécurité. L'autre voie conduit à des conflits et à plus de conflits, à plus de violence, à plus de souffrance, à plus d'instabilité et d'insécurité, dont les répercussions se feront sentir dans le monde entier. Les États-Unis ont clairement indiqué avec le G7, l'Union européenne, les partenaires du Golfe et tant d'autres régions que nous pensons que la voie à suivre est celle de la diplomatie et non celle du conflit. Les bombardements sur Beyrouth ainsi que l'assassinat de Hassan Nasrallah interviennent alors que le Liban vit déjà une crise politique et économique depuis quelques années. La sortie de crise paraît difficile à entrevoir tant que les réformes politiques et économiques nécessaires ne sont pas mises en œuvre, comme nous l'explique Mohamed Ali Ben Chaban. Depuis plusieurs décennies, le Liban est le théâtre d'une crise économique, sociale et politique qui ne cesse de s'aggraver. Ce pays est aujourd'hui plongé dans l'une des pires catastrophes économiques de son histoire. Les facteurs sont multiples: hyperinflation galopante, augmentation vertigineuse du taux de pauvreté, effondrement de la monnaie locale et paralysée d'une classe politique en pleine dégradation. Le tout exacerbé par les tensions géopolitiques qui secouent la région, notamment la guerre génocidaire lancée par l'antitissionniste contre plusieurs États voisins. L'hyperinflation est l'un des symptômes les plus visibles de la crise. La livre libanaise a perdu toute sa valeur face au dollar américain, entraînant une flambée des prix à tout va. Une inflation à 3 chiffres et la dévaluation de la monnaie locale ont érodé les salaires, rendant la vie quotidienne insoutenable pour la majorité des Libanais. Le dernier rapport de la Banque mondiale révèle une augmentation significative de la pauvreté monétaire qui est passée de 12% en 2012 à 44% en 2022. Près de 80% des Libanais vivent désormais sous le seuil de la pauvreté. En l'absence d'un système de sécurité sociale efficace et d'une politique gouvernementale proactive, des milliers de familles se retrouvent sans accès à l'eau, à l'électricité et aux soins médicaux. Si la crise économique s'est tant aggravée, c'est en grande partie à cause de l'incapacité du gouvernement libanais à agir. La classe politique, minée par des décennies de dysfonctionnement, semble incapable de mettre en place les réformes nécessaires pour sortir le pays de cette impasse. Les tentatives de formation de nouveaux gouvernements se succèdent sans succès, tandis que le pays continue de fonctionner sans véritable plan économique ni politique. Cette paralysie politique alimente la frustration et la colère d'une population déboussolée. Voilà donc concernant l'agression sur le Liban, l'actualité marquée également par le génocide qui se déroule depuis près d'un an à Gaza.
4 Palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi à l'aube dans les bombardements par l'armée sioniste des camps d'Al-Marazi et de Nusayrat. Les équipes de la défense civile ont également pu extraire des décombres plusieurs Palestiniens toujours en vie blessés qu'ils ont rapidement transférés vers l'hôpital le plus proche. Au moins 9 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs vendredi soir lors de bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'occupation sioniste sur plusieurs zones de l'enclave palestinienne. L'agression sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre dernier, soit depuis près d'un an contre la bande de Gaza, a déjà fait 41 534 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 96 092 blessés, des milliers de disparus ensevelis sous les décombres de leurs maisons bombardées par l'aviation sioniste. Dans le même dossier, à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu vendredi soir une réunion d'urgence sur la situation au Moyen-Orient, notamment la question palestinienne, durant laquelle le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait appelé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Lors de son allocution, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères palestinien, Mohamed Mustafa, a déclaré que l'occupation sioniste avait complètement détruit la bande de Gaza. Regardez. Ils ont complètement détruit Gaza, ils ont envahi les villes de Cisjordanie, ils ont attaqué des citoyens palestiniens désarmés et aujourd'hui nous les voyons tirer sur le peuple libanais. Ils violent la souveraineté du Liban, ils violent de manière flagrante la Charte des Nations Unies et le droit international. Ils agissent comme un État voyou parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'ils ont droit à des choses auxquelles les autres pays n'ont pas droit. Le Premier ministre palestinien a également dénoncé les doubles standards, la complicité et la complaisance. Pas de complicité ni de complaisance, pas de parti pris ni de double standard, pas d'excuses ni d'impuissance d'auto-infligée, la règle du droit international au bénéfice de tous. Aucun pays n'est au-dessus de la loi, aucun peuple ne se voit refuser la protection de la loi, pas d'armes pour nous tuer. Pas de commerce avec les colonies et le régime qui leur est associé sur nos terres et nos ressources. Lors de sa prise de parole, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que rien ne pouvait justifier le châtiment collectif infligé au peuple palestinien. La rapidité et l'ampleur du massacre et de la destruction à Gaza sont sans précédent depuis que je suis secrétaire général. Rien ne peut justifier le châtiment collectif infligé au peuple palestinien. Nous avons besoin de ce cessez-le-feu maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre des négociations sans fin comme c'est le cas pour Gaza. Nous devons à tout prix éviter une guerre régionale. Gaza reste l'épicentre de la violence et Gaza est la clé pour y mettre fin. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé pour sa part que les dangereux développements à Gaza et l'escalade entraînée par l'entité sioniste dans la région ne laissaient aucune place à l'inaction du Conseil de sécurité qui doit assumer la responsabilité juridique, politique, morale et humanitaire qui lui incombe. Le ministre chinois des Affaires étrangères appelle, lui, un cessez-le-feu rapide dans la bande de Gaza. Un jour de guerre de plus signifie davantage de victimes civiles et de familles brisées. Une région de plus où le conflit s'étend signifie davantage de débordements, de crises et de haine. Nous devons agir avec le plus grand sens de l'urgence pour obtenir un cessez-le-feu permanent et un retrait complet des troupes de Gaza. Les parties au conflit doivent mettre pleinement en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et ne pas prendre de nouvelles mesures imprudentes qui aggraveraient les tensions.
De retour en Algérie, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, indique ce samedi un communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, le président camerounais a souhaité œuvrer avec monsieur le président de la République à la promotion et au renforcement des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays au mieux des intérêts des deux peuples, conclut le communiqué. Le président de la République du Kenya, William Ruto, a à son tour adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat qui représente un profond témoignage au mandat et à l'immense confiance du peuple algérien, indique le communiqué de la présidence algérienne. Le président kényan a également assuré le président Abdelmadjid Tebboune de l'enthousiasme de son pays à consolider davantage les liens d'amitié et de coopération entre les peuples algériens et kenyans, souhaitant au président plein de succès dans la direction de l'Algérie au cours des 5 prochaines années. Le président de la République du Malawi, Lazarus Makarty Chakwera, a adressé un message de félicitations également au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il écrit, je cite, « Votre Excellence, le Président, j'ai reçu avec une grande appréciation la nouvelle de votre victoire aux élections présidentielles de votre pays le 7 septembre 2024, ce qui vous donne un second mandat de 5 ans au nom du gouvernement et du peuple du Malawi. J'adresse mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à votre Excellence. » Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a également félicité le président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de son accession une nouvelle fois à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire, lui adressant ses vœux de succès dans l'accomplissement de ses missions durant son second mandat présidentiel, selon un communiqué de la présidence algérienne. Après avoir affirmé que la République algérienne et le Royaume des Pays-Bas partagent une longue histoire, Willem-Alexander s'est félicité de la coopération entre les deux pays, se disant convaincu qu'elle se renforcera davantage à l'avenir, selon la même source. Le Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, a adressé également un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel. Monsieur le Président et cher frère, au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et en mon nom personnel, je vous présente ainsi qu'au peuple et au gouvernement algérien mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre réélection. Lit-on dans le message, je suis convaincu que les relations cordiales entre nos deux pays continueront à se renforcer davantage, a ajouté le Premier ministre éthiopien. Je saisis cette occasion pour adresser à votre Excellence mes vœux de bien-être et souhaiter davantage de paix et de prospérité au peuple algérien. Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher frère, l'expression de mon profond respect, a-t-il conclu. L'actualité sur le continent, toujours le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali a examiné l'étendue des dégâts dans les zones touchées par les pluies dans la province de Dakhla. Brahim Ghali qui a rappelé que l'État sahraoui avait mobilisé toutes les forces civiles, militaires et d'importantes capacités logistiques pour aider les sinistrés. En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté hier vendredi, lors d'une séance plénière extraordinaire, la proposition de loi portant amendement de certaines dispositions de la loi organique relative aux élections et au référendum, avec 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. Au Soudan, au moins 48 personnes ont été tuées en 2 jours dans l'ouest du pays lors d'attaques des paramilitaires des forces de soutien rapide qui luttaient vendredi contre l'armée dans la capitale Khartoum. Malgré les appels de l'ONU à un cessez-le-feu, la situation dans le pays, théâtre d'une guerre depuis avril 2023 entre les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, a fait l'objet de discussions cette semaine en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Et plus de la moitié de la population soudanaise souffre de famine aujourd'hui. On estime que des centaines de personnes meurent de faim chaque jour. Une situation chaotique et l'aide humanitaire ne parvient pas à atteindre des millions de personnes dans le pays. La communauté internationale a un rôle à jouer conformément au droit international qui donne à tout citoyen le droit de recevoir de la nourriture, des médicaments et tout ce dont il a besoin. Les organisations internationales sont absentes, notamment le Conseil de sécurité et d'autres grandes agences internationales à Genève, ainsi que les organisations d'enfants et autres. Elles doivent prendre une décision urgente, mais nous les voyons absentes de la scène et complices du gouvernement soudanais sous couvert de la souveraineté du pays. À notre avis, nous ne devons pas laisser la guerre affecter l'accès de la population à la nourriture et au secours. Nous voulons que le peuple soudanais reçoive des secours le plus rapidement possible. Dans un tout autre dossier, le bilan de l'explosion survenue dans une station-service au Daghestan, région de la mer Caspienne en Russie, s'élève à 13 morts, dont 2 enfants. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le ministère des Situations d'urgence. Sachez également que le Kremlin se dit par ailleurs prêt à porter l'affaire des explosions du gazoduc Nord Stream devant la justice. Aux États-Unis, Kamala Harris tente d'attaquer son rival Donald Trump sur son terrain favori en se rendant à la frontière mexicaine à Douglas, en Arizona, où elle s'engage à réformer le système d'immigration pour qu'il fonctionne de manière ordonnée et qu'il soit humain et qu'il rende le pays plus fort. Regardez. Nous devons réformer notre système d'immigration pour qu'il fonctionne de manière ordonnée, qu'il soit humain et qu'il rende notre pays plus fort. Même si Donald Trump a tenté de saboter le projet de loi sur la sécurité aux frontières, je m'engage auprès de vous, une fois présidente des États-Unis, à le réintroduire et à le signer fièrement pour qu'il entre en vigueur. Nous comprenons que de nombreuses personnes cherchent désespérément à immigrer aux États-Unis. Mais notre système doit être ordonné et sûr. Et voilà mon objectif. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, rencontre son homologue chinois Wang Yi à New York pendant l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la diplomatie chinoise a dénoncé la répression de l'économie de la Chine par les États-Unis et a appelé à engager un dialogue respectueux entre les deux pays lors de cette rencontre. Et puis des centaines de Dominicains se rendent au palais national de Saint-Domingue pour demander au gouvernement de Luis Abinader de prendre des mesures plus strictes contre l'immigration illégale massive en provenance d'Haïti. Notre pays ne peut plus tolérer un immigrant illégal de plus, confie Angelo Vasquez, le chef du mouvement de droite qui a organisé cette marche. Nous représentons ici le peuple dominicain et nous demandons au président de prendre des mesures contre l'immigration illégale massive que nous connaissons afin que les lois soient respectées, car notre pays ne peut plus tolérer un immigrant illégal de plus, ni une naissance de plus, ni que les enfants dominicains continuent d'être remplacés dans les écoles. Nous demandons également que le président prenne une décision avec toutes les ONG et organisations internationales qui tentent d'influencer la décision de l'État de ne plus reconnaître notre pays car elle porte atteinte à la souveraineté nationale. Et puis ce drame au Népal, des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont tué au moins 59 personnes donc dans le pays et 44 autres sont toujours reportées disparues face aux importantes précipitations qui ont commencé hier vendredi. Les autorités avaient mis en garde contre les crues soudaines de plusieurs rivières.
Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.